après un tel témoignage. Donc moi, pour ma part, ce que je vais vous proposer, c'est de relier la thématique d'aujourd'hui à un contexte plus global. Donc avoir une analyse sociologique de la thématique d'aujourd'hui et aussi une analyse politique. Parce que je pense que, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre pour comprendre la thématique pour laquelle on est amené à vous rencontrer aujourd'hui. Alors je vais relier systématiquement mes propos à la fois à ma pratique de chercheur aujourd'hui, mais j'ai une pratique professionnelle comme journaliste spécialisée sur la question des droits des femmes. Donc vous allez voir que je vais faire beaucoup de liens avec ces différentes casquettes professionnelles qui m'ont construite au fil du temps. Donc voilà, alors la thématique de la conférence d'aujourd'hui, c'est Stop aux violences faites aux femmes. Alors la première chose que je voudrais mettre en avant, c'est l'importance de nommer la violence telle qu'elle doit être nommée. Alors, la violence faite aux femmes, c'est un vocable qui est compréhensible par chacun et chacune d'entre nous, mais c'est un vocable qui a tendance à occulter une partie de la réalité. Alors, c'est pourquoi toute une série d'associations féministes, dont on fait partie à la Maison Plurielle, et de chercheurs aussi en études féministes, préfèrent utiliser le vocable violence masculine. Alors, ça, généralement, ça fait bondir au départ quand j'amène cette réalité, mais je vais la déconstruire avec vous pour vous expliquer pourquoi je pense qu'il est beaucoup plus pertinent d'utiliser le vocable violence masculine. Alors, pourquoi ? Parce qu'utiliser le vocable violence masculine, ça permet de mettre en lumière le système de domination qui, évidemment, orbite autour des femmes victimes de violences, mais également autour de toutes les femmes qui pourraient un jour subir des violences, et je pense que les statistiques sont assez éloquentes. Ce système de domination, je vais le déconstruire au fur et à mesure avec vous, et c'est important, je pense aussi, de pouvoir nommer ceux qui perpétuent la violence. Alors ça ne veut pas dire que tous les hommes, évidemment, sont des auteurs de violence, mais ça veut dire qu'on a un système de domination patriarcale, un système de domination qui tend à donner aux hommes une forme de pouvoir qui va, dans certaines situations, légitimer la domination des hommes sur les femmes. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste ? Parce que le discours médiatique auquel tous et toutes vous êtes exposés chaque jour a tendance à occulter des réalités. Alors souvent, on parle de violences faites aux femmes lors des grands événements, le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, et le 8 mars, qui est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ils sont des événements qui sont relativement relayés et suivis par les médias, même si on n'a pas une visibilité qui est aussi grande, par exemple, que la lutte contre le sida. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, évidemment, entre les causes à défendre, mais par exemple, vous avez sans doute vu, le jour de la lutte internationale contre le sida, la plupart des présentateurs télé, par exemple, portent le ruban rouge. On n'avait pas forcément cette réalité lors du 25 novembre ou du 8 mars. On n'avait pas forcément des présentateurs ou des présentatrices qui portent le ruban blanc. Pourquoi ? Parce que la thématique des violences faites aux femmes touche aussi à l'intimité de chacun et de chacune d'entre nous. Et donc, c'est plus difficile, je pense, à porter médiatiquement et à avoir une aura médiatique. Alors, le discours médiatique a tendance, à mon sens, après des analyses de discours, là c'est plus ma casquette de scientifique qui parle, à minimiser la question des violences masculines, à minimiser la question des violences faites aux femmes. Pourquoi ? Parce que je suis sûre que vous lisez tous ou écoutez tous et toutes de temps en temps la presse. Lorsqu'il y a un drame conjugal, mais la presse va insister sur ce côté drame, sur ce côté crime passionnel, et ne va jamais nommer la réalité qui est le féminicide, le meurtre d'une femme. Donc ça commence déjà à occulter une partie de la réalité. Ensuite, vous avez toute une série de débats, comme des débats du dimanche qui portent sur la question des violences faites aux femmes, où vous allez avoir des discours du type, et ça a encore été tenu il n'y a pas tellement longtemps par une journaliste de RTL très connue, elle n'avait qu'à partir. Alors, ça contribue évidemment, par le discours médiatique est un discours de grande écoute, à minimiser le lot des personnes victimes. Alors je dis bien personnes victimes parce que notre psychologue à la Maison Plurielle insiste sur le fait d'humaniser la victime et ne pas seulement l'appeler victime, personne victime. Ça contribue à déshumaniser la personne, à lui faire prendre conscience peut-être qu'elle ne serait pas courageuse. Or, ce n'est pas une question de courage. Donc première chose. Ensuite, le discours médiatique, lorsque vous avez un viol, on dira une femme s'est faite violer. Elle a été violée. Elle n'a pas attendu les cuisses ouvertes qu'on vienne la violer. Je pense que c'est des mots qui sont durs, mais c'est des mots qu'il faut absolument mettre sur la table pour déconstruire la réalité des violences masculines ou, plus largement, communément partagées, violences faites aux femmes. Ce n'est pas vrai. Elle ne s'est pas faite violer. Elle est victime d'un système de domination, d'une culture du viol où on pense que le corps d'une femme appartient de facto à une gendre masculine qui pourrait à un moment avoir des pulsions. Alors ça peut choquer ce que je dis, mais c'est souvent ce qu'on entend.
dans les discours médiatiques. Alors, cette banalisation des violences masculines va conduire aussi à des formes de stigmatisation. Alors, quand vous entendez parler du mariage forcé, qui est une thématique que je connais bien, j'ai travaillé pendant 4 ans sur cette thématique comme journaliste, en enquête d'investigation. Lorsque, dans les médias, on relie le mariage forcé à une question de communauté ou de religion, ce qui est tout à fait faux en plus, ça provoque une forme de stigmatisation, au lieu d'oser assumer que l'on parle de violence généralisée faite aux femmes. Ce n'est pas une question de communauté, ce n'est pas une question de religion. Alors ceux qui détournent les propos du Coran, par exemple, parce qu'on associe souvent le mariage forcé à la communauté musulmane, en termes de statistiques, après je reviendrai sur les statistiques, le Coran ne légitime pas le mariage forcé. Ce sont des ignorants qui vont détourner les propos du Coran pour légitimer la violence faite aux femmes. Alors rien ne sert de stigmatiser toute une communauté, évidemment, pour aborder un seul et même phénomène qui est la violence généralisée faite aux femmes. Alors, on parle aussi des relations avec la tradition lorsqu'on parle de mariage forcé. Alors là, je pense qu'il faut être très clair aussi, à partir du moment où les médias se bornent sur ce côté traditionnel des mariages forcés, mais ça continue à alimenter ce contexte de stigmatisation et ça occulte la réalité qui sont les violences masculines et donc les violences faites aux femmes. Donc là, je pense qu'il faut être assez sévère, je pense, par rapport au discours médiatique et avoir une capacité d'esprit critique et de déconstruction par rapport à ce qui est livré dans les médias. Pourquoi ? Parce que je viens tout doucement à mon système de domination, cette industrie médiatique. Alors pour l'avoir vécu de l'intérieur, je peux vous dire que l'industrie médiatique est particulièrement une industrie machiste. C'est très difficile d'être une femme dans ce milieu. Cette industrie médiatique va alimenter ce système de domination et va participer à la violence institutionnelle qui pèse sur les personnes victimes. Alors évidemment, si vous êtes une personne victime ici dans l'Assemblée et que vous entendez à la radio une journaliste qui n'a peut-être pas vécu la même situation, qui vous dit que vous n'avez qu'à partir, mais oui, ça participe au contexte de violence institutionnelle qui pèse sur vous. L'industrie médiatique est l'un des bastions de cette violence institutionnelle, comme le sera après la police, comme le sera après la magistrature de référence, et on l'abordera peut-être plus en profondeur avec Monica. Donc, petite boîte à outils, je veux dire, pour déconstruire déjà le discours médiatique, c'est vraiment important de mettre le vocabulaire exact là où il doit être mis. Et donc c'est tout le travail qu'on fait aussi au niveau du terrain, Cécile vous en parlera, de former, de sensibiliser ces acteurs et actrices à évidemment utiliser le bon vocable pour que la personne qui est directement touchée par ces réalités puisse tout simplement se sentir être un être humain. Voilà. Alors, replaçons ces violences masculines au sein donc d'un système de domination qu'on appelle patriarcal. Alors, c'est l'idée que le pouvoir appartient massivement dans une société comme la nôtre aux hommes. Voilà, alors c'est un peu dur, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. J'anticipe déjà les réactions parce que souvent on a des réactions assez vives, mais cette lecture participe à une analyse féministe des violences faites aux femmes, des violences masculines. Alors, en gros, dans ce système de domination patriarcale, la société dans son ensemble va tendre à légitimer la domination d'une partie de la population, les hommes, sur une autre partie, les femmes. Pour essayer de schématiser de la manière la plus simple. Donc en gros, le pouvoir, culturellement et socialement, va être déposé entre les mains des hommes, qui vont pouvoir justifier des comportements qu'ils vont juger nécessaires, et bien souvent de manière inconsciente, pour continuer à asseoir leur autorité sur la gente féminine. Alors en gros, les femmes, si on caricature, après on va donner des exemples pour que vous compreniez davantage, les femmes, quant à elles, vont devoir accepter cette forme de domination et s'y soumettre. Alors vous allez me dire, c'est vraiment un peu caricatural ce que vous annoncez, je vais vous donner des exemples très clairs de la vie de tous les jours et on va construire, en tout cas co-construire la réflexion tous ensemble. Alors, ce mécanisme de domination va sous-tendre deux types de réactions. Soit l'acceptation, qui est généralement l'acceptation inconsciente de la part de la gente féminine, ou de la résistance, après avoir entamé un processus de déconstruction de la réalité qui pèse sur les épaules de la gente féminine. Alors, vous allez me dire, oui, mais tous les hommes ne sont pas forcément dominants, la société n'est pas forcément dans chaque secteur dominante, donc comment pouvoir un petit peu mettre en perspective ce que vous êtes en train de nous avancer. Alors, les comportements masculins de domination
vont en clair être légitimés par un projet de société qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus organisé qu'au niveau individuel. D'accord ? Donc, le projet de société, en soi, dans lequel nous vivons aujourd'hui, est encore profondément inégalitaire, même s'il y a des avancées qui sont là et qu'on peut, de manière heureuse, constater. Ce projet de société, encore inégalitaire, est fondé sur ce qu'on appelle des stéréotypes de genre. Alors, les stéréotypes de genre, c'est très clair. À partir du moment où chacun d'entre nous sommes venus au monde, d'accord, nous sommes nés avec un sexe biologique, d'accord. Donc, les hommes ont un pénis, les femmes ont un vagin, d'accord. Donc là, je caricature déjà parce qu'il y a d'autres réalités liées à la sexualité, mais je ne vais pas m'appesantir sur cette réalité, d'autres réalités biologiques. À partir du moment où vous êtes né, vous venez au monde, la société va tendre à vous assigner à une catégorie, à un genre bien déterminé. Donc soit le genre masculin, soit le genre féminin. Alors comment est-ce que la société va s'organiser pour faire cela ? Très tôt, par exemple, dès votre naissance, si vous êtes un petit garçon, on va avoir tendance à vous habiller en bleu. Si vous êtes une petite fille, on va avoir tendance à vous habiller en rose. Vous allez avancer dans la première enfance, mais très vite, si vous êtes une petite fille, on va vous donner un bébé et un petit buggy pour jouer. Si vous êtes un petit garçon, on va peut-être plutôt vous donner une épée, un costume de pirate. D'accord ? L'école, votre première socialisation après celle au sein de la famille, va vous construire au sein de l'une de ces catégories, soit masculine, soit féminine. D'accord ? Donc la société en soi va apprendre aux petits garçons à avoir plutôt des comportements dominants, d'autorité, de virilité, alors que les petites filles, elles, vont plutôt être très vite éduquées à être plutôt soumises, à être plutôt dociles, à être calmes. Si on prend par exemple une étude sociologique de ce qui se passe dans les cours de récréation, généralement il y a une petite partie beaucoup plus calme qui appartient aux petites filles pour des jeux relativement féminins, et puis vous aurez une plus grande partie de la cour de récréation qui appartiendra aux garçons, où on leur proposera déjà d'avoir des démonstrations de virilité, de combat, etc., etc. Donc ça vient très vite dès la prime enfance, et la socialisation participe à cette réalité. Alors tout ça est inconscient évidemment, mais vous construit, vous façonne au fur et à mesure de votre vie. Alors vous allez me dire, oui mais moi par exemple, très tôt par exemple, je n'ai pas voulu appartenir en tant que garçon à cette catégorie du mâle dominant, démonstration de virilité. Mais justement, mais à quel prix ? Comment la société vous rappelle-t-elle à l'ordre ? Dans une cour de récréation, alors j'ai eu un petit passé d'enseignante aussi, dans une cour de récréation, c'est vrai, c'est un peu multicasquette, dans une cour de récréation, un garçon qui va plutôt jouer dans des jeux dits plus calmes avec les filles va être rappelé à l'ordre par la norme dominante, de lui dire t'es une mauviette, t'es une chochotte, tu vas jouer avec les filles. Donc la société, ce projet de société inégalitaire en soi, fondé sur des stéréotypes de genre, va rappeler à la norme ceux qui vont sortir des catégories. Donc ça, je pense que c'est vraiment important à avoir en tête pour comprendre aussi les crises identitaires qui vont se jouer chez certains et certaines d'entre nous. Et ces crises identitaires traversent aussi les personnes victimes. Et je l'aborderai un petit peu plus loin dans mon exposé. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette société, il y aura déjà un projet de société qui sera presque conditionné pour vous. Si vous prenez le cas, par exemple, des choix d'études, on voit très bien au niveau statistique, au niveau sociologique, que les jeunes filles sont poussées davantage vers les métiers du care, par exemple, le paramédical, ou sont plutôt poussées vers des études de type sciences sociales, sciences politiques et encore. Sciences politiques, il y a énormément de filles au départ, mais après on voit qu'une fois qu'on arrive vers le master et l'accession au poste politique, c'est plus la même rengaine. Alors que les garçons vont plutôt être poussés dans des filières techniques. Donc là encore, cette catégorie masculine et cette catégorie féminine va orienter le parcours de l'individu. Une fois que l'individu va rentrer dans une seconde ou une troisième socialisation, notamment au niveau du monde professionnel, on ne va pas confier les mêmes responsabilités à une femme qu'à un homme. Pourquoi ? Parce qu'une femme risquerait d'avoir à un moment l'envie ou l'obligation, parfois on ne choisit pas, de porter la vie. Et donc elle va devenir moins bankable, moins rentable pour l'entreprise. Donc tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez me dire oui, c'est des faits. C'est des faits, la femme porte la vie, etc., etc. Non, ce ne sont pas des faits. C'est un projet de société qui va garder en tête l'idée que d'une part, les mâles, alors c'est pas péjoratif, messieurs, les mâles ont droit à avoir une part d'autorité, ont droit à avoir un accès privilégié à la sphère publique, et les filles, elles, les femmes, seront davantage soumises et auront un accès, elles, tout droit et privilégié plutôt à la sphère domestique. Et une fois qu'elles entrent dans la parentalité, souvent, ce retour à la sphère domestique s'impose un peu à elles. Donc toute la société en soi est aussi construite sur cette idée
de l'homme gagne-pain, hein, et on le voit aussi en discussion dans des entretiens sociologiques avec des hommes qui disent à un moment, moi cette étiquette de l'homme gagne-pain, hein, de celui qui doit ramener de l'argent à la maison, qui doit investir la sphère publique hein, pour faire vivre sa famille, ça me pèse aussi, parce que moi je voudrais aussi passer du temps avec mes enfants. Comme inversement, la femme qui, elle, est assignée peut-être à un retour au foyer parce que ça doit s'organiser de la sorte autour des enfants, mais voudrait investir la sphère professionnelle, avoir des responsabilités et s'y épanouir. Sauf que la société rappelle les deux à l'ordre à un moment. Donc, voilà un petit peu ce système de domination, comment il se construit. Alors pour moi, tout ce que je suis en train de vous énoncer, si on prend un parcours classique, hein, la jeune fille qui, dans la cour de récré, est rappelée à sa soumission, qui va choisir des études qui sont plutôt dans l'optique du care, du soin aux autres, qui va connaître des déboires professionnels une fois qu'elle aura des enfants, qui va connaître éventuellement, quand elle voudra assumer son projet professionnel, de la violence psychologique ou de la violence conjugale physique de son compagnon parce qu'elle a envie de s'émanciper. Tous ces éléments participent à un système de violence contre les femmes, à ce qu'on appelle un continuum de violence. Lorsque la dame connaîtra des violences physiques ou des violences psychologiques dans son couple et qu'elle ira voir un policier pour déposer plainte et que le policier lui dira « mais ma petite madame, c'est une situation vraie, connue à la maison plurielle que je vous énonce, rentrez à la maison, faites une gâterie à monsieur et ça ira mieux », ça participe aux violences institutionnelles. Quand elle ira devant un magistrat de référence qui lui dira « madame, qu'a connu aussi chez nous, madame, rentrez pour vos enfants », choisissez la médiation familiale plutôt que le jugement, ça participe aussi à la violence institutionnelle et à